Alors le thème aujourd'hui, c'est organiser la gestion des connaissances. C'est un investissement à haut rendement. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire que c'est un investissement en haut rendement. Et surtout, il faut absolument casser ce qui a pu traîner, entre guillemets, dans la tête d'un certain nombre de dirigeants, c'est qu'un centre de documentation, ça coûte. Aujourd'hui, on met l'accent inverse. Gérer ses connaissances, ça rapporte. Et on va se focaliser sur les bénéfices. Alors au niveau des bénéfices, deux catégories de bénéfices. Vous avez des quantitatifs. Donc quantitatif, c'est du temps c'est de l'argent, c'est un retour sur investissement qu'on va pouvoir illustrer à travers quelques situations. Et puis du qualitatif, améliorer la gestion des connaissances dans l'entreprise, c'est aller vers une capitalisation des connaissances, quelque chose de très important. On va fédérer la culture d'entreprise et comme tout le monde va travailler avec les mêmes éléments, tout le monde va pouvoir se retrouver autour de, ou plutôt va pouvoir acquérir cette culture d'entreprise. Ensuite, un point très important, le fait de bien gérer son information, bien gérer ses documents, ça va diminuer les risques. Ça va être particulièrement vrai dans le domaine juridique, dans le domaine de la qualité, où là, on va essayer de gommer tous les risques inhérents à une mauvaise gestion des connaissances. Et enfin, on va aborder l'aspect juridique, qui est vraiment multiforme. Si on regarde notre panel d'utilisateurs dans le domaine juridique, on verra qu'on va peut-être mettre l'accent sur certains bénéfices. Quand on est dans un ministère, dans un conseil national des barreaux, l'ordre des avocats, quand on est dans un cabinet d'avocats ou un service juridique, on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des bénéfices qui vont être de nature différente. Mais le point important, c'est qu'on aura tous des bénéfices en sortie de l'utilisation d'une application de KM. Donc, on va vous présenter un certain nombre de mises en situation. Et on va s'appuyer pour ça sur des cas concrets. Alors, Sylvie va prendre sa casquette d'avant et elle va jouer le client. Effectivement, bonjour à tous. La première situation, c'est je suis documentaliste. Mon service fait face à des défis de plus en plus importants. On a des volumes exponentiels, des sources multipliées, des usages qui sont en mouvement perpétuel, qui font bouger les lignes en fait tout le temps entre mon offre et mes utilisateurs. Et tout ça évidemment avec des moyens qui sont en général en baisse. Bref, je dois me réinventer. Quelles automatisations notamment pouvez-vous me proposer pour me permettre de me concentrer sur mon cœur d'activité, mon cœur de savoir-faire? Alors en effet, en tant que documentaliste, votre expertise, c'est votre capacité à sourcer les bonnes informations, votre connaissance des métiers de votre organisation et votre capacité à informer sans importuner. Vous êtes vraiment au croisement de l'humain et de l'information. Nous, notre rôle, notre métier, c'est de vous fournir de la technologie pour vous aider à tirer pleine partie de votre expertise. Donc pour répondre aux questions, en particulier au niveau de l'alimentation par exemple, c'est vous qui déterminez les sources, c'est vous qui déterminez où est-ce que l'information peut être récupérée, l'information pertinente pour votre organisation. Et nous, on vous aide à tendre vers le zéro saisie. On met en place par exemple des imports depuis des fils RSS, des connecteurs avec la BNF et d'autres agrégateurs, et avec l'intelligence artificielle, pour faire des extractions d'entités nommées et faire des résumés automatiques. Je vais vous donner plusieurs exemples de choses qu'on a mis en place chez des clients. Par exemple, chez France Travail, tous les jours, on importe des fichiers qui sont fournis par Decidento, donc des fichiers de veille, qui sont importés dans une base Kentika. Au CNIL, qui est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, on a mis en place toute une série de connecteurs. On importe pareil plusieurs fois par jour des emails qui sont envoyés par des organisations de veille comme Tagada ou l'AFP. On importe également des fichiers qui leur sont fournis par Mbrain et encore des fichiers, alors le pôle scientifique, de veille scientifique en interne, ils ont leur propre base de données sur EndNote et ils exportent régulièrement des fichiers EndNote qu'on importe également dans une même base de données Kentika. Et toutes ces sources qui viennent donc de différents endroits, toutes les informations sont enrichies, parfois même traduites depuis d'autres langues, en particulier les fichiers d'Mbrain arrivent parfois dans différents langages, donc ils sont traduits en français. Et ils sont ensuite assignés à un documentaliste pour une vérification et ensuite une diffusion auprès des utilisateurs. Chez CPC, un autre client qui est donc communication et profession comptable, ils ont mis en place une veille avec KBCrawl. Et donc on importe des fils RSS issus de KBCrawl dans Kentika. Et enfin au niveau de la veille, on a un partenariat avec XO, qui est le stand 80 juste là dehors. Eux ils font leur veille et on importe les données assez facilement dans Kentika. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par exemple à l'INTD. Donc ça c'est pour vous aider au niveau de l'alimentation. Ensuite au niveau de la diffusion, Kentika permet de publier un portail qui est à la pointe des technologies du web. Mais il n'y a pas que le portail qui est important. En fait en interne, dans nos chefs de projet, on a des experts en expérience utilisateur qui permettent de rendre les utilisateurs, vos utilisateurs, indépendants pour trouver l'information. Vous vous concentrez sur trouver cette information de qualité, puisque c'est votre métier, votre expertise, et les utilisateurs, après,
pourront la trouver facilement grâce au travail qu'on peut faire sur les parcours utilisateurs. Un exemple, c'est au Conseil national des barreaux, un gros travail qui a été fait sur les parcours utilisateurs, puisqu'il y avait toute une série de groupes d'utilisateurs différents. Il y a les visiteurs, donc le public, puisque c'est un site qui est ouvert au public. Il y a des élèves avocats, il y a des avocats et des membres du bureau qui ont tous des besoins et des attentes différentes par rapport au portail. Donc il y a un gros travail qui a été fait avec Marion, en l'occurrence, sur l'expérience utilisateur, sur le parcours utilisateur, pour que dès qu'ils arrivent sur le portail, ils puissent trouver facilement ce qui les intéresse sur le portail. Les bénéfices maintenant. Là, on vient de voir, au travers des solutions qui ont été mises en place, comment on peut relever tous les défis. Alors, on va faire un petit peu de rétrospective. Il se trouve que je suis dans le monde de la gestion documentaire depuis 1987. Donc, j'ai quelques points de repère. Dans les années 90, un centre de documentation moyen était entre 3 et 5 personnes. Le volume de données qui était accumulé dans les bases documentaires aux alentours de 20 à 30 000 références. Aujourd'hui, en 2024, très souvent on est passé de 3 à 2, voire à 1 personne. Et ensuite, en termes de volume, on est passé de 20 000 aux alentours de 100 000, 200 000. Les bénéfices, vous les voyez, ils sont immédiats. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que je vous encourage à faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez largement mettre en avant dans les discussions que vous pouvez avoir avec votre direction. Des personnes bien informées, c'est important. Et 2, il faut malgré tout maintenir un certain niveau de personnel pour animer tout le fonds documentaire que vous allez mettre à disposition. Mais en tout cas, vous voyez que les bénéfices en termes financiers sont quand même très importants. Le deuxième bénéfice, ça vous permet d'évoluer vers un rôle de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, pourquoi? Parce que vous avez dans les centres de documentation un savoir-faire pour prendre une donnée, la mettre au milieu de 100 000 informations, et faire en sorte que dans 10 ans, on soit capable de la retrouver. Et c'est une réalité. Regardez dans des personnes qui sont moins rompues, on va dire, aux techniques documentaires, on peut très vite arriver à du vrac si on n'est pas habitué à manipuler des outils qui nous permettent d'avoir ce niveau de qualité. Ensuite, fédérer les équipes. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez voir un petit peu en filigrane tout au long des présentations. Et ce sont des choses qui sont réelles chez les clients que l'on a équipés. On a pu commencer par le centre de doc, puis ensuite passer au service qualité, passer au service juridique, passer au service marketing, et là, la fédération, autour de l'outil, autour de la manière de partager les informations, se met en lumière. Deuxième situation, prenons le cas d'un service marketing, et ces personnes responsables de service marketing s'exprimer. Oui, effectivement, je travaille au sein d'une équipe marketing. J'ai une mission qui est très transverse, d'harmonisation de l'image de la marque, de surveillance de la concurrence, de conservation et de mise à disposition du patrimoine de cette marque. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Bonjour, Kentia va apporter des solutions sur 3 volets. Le premier volet, c'est qu'il va vous permettre de surveiller ce qui est dit de vous, veille de l'image de votre organisation, mais également surveiller votre écosystème. Donc ça va être vos concurrents, mais aussi potentiellement vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, et tout ça va permettre en interopérabilité, donc avec des solutions qui vont fournir cette donnée-là, à chaque collaborateur d'être ensuite alerté lorsque une information sur un des prospects qu'il suit, par exemple, va être mise à disposition. Et l'idée est évidemment, face à ces volumes que vous allez collecter sur l'ensemble de votre écosystème, de ne fournir à chacun que l'information qu'il concerne. Donc pour ça, on va travailler sur des diffusions d'informations qui vont être ciblées, personnalisables par chaque utilisateur en fonction des sujets qui sont les siens à un instant T. Donc des clients qu'il va suivre, des prospects qu'il est en train de traiter, des partenaires avec qui il va travailler pour être informé rapidement de ce qui se passe dans son écosystème sans être noyé dans un flot d'informations. L'autre typologie d'information qu'on va diffuser, c'est non plus cette fois-ci une information externe ou de réputation. Ça va être les ressources, que ce soit en termes de diffusion du discours et de la culture de l'organisation, mais également de support, de modèles, s'assurer que
chacun utilise à tout moment les modèles et le branding à jour de votre organisation. Pour cela, il faut à la fois pouvoir les mettre à disposition facilement, sinon très rapidement les copies diverses et potentiellement obsolètes vont se balader sur les machines de chaque collaborateur, et également pouvoir informer en cas de mise à jour pour éviter justement que ces versions obsolètes continuent de circuler. Et enfin, un troisième volet de conservation. Sur des marques qui existent depuis des années, des dizaines d'années, il peut être parfois difficile de retrouver des campagnes, des publications, des parutions presse qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans. Pourtant, c'est vraiment constitutif du patrimoine de la marque, de l'organisation. Et donc là, il va y avoir deux volets, le passé, pouvoir restocker, recapitaliser et mettre à disposition ce passé, mais également pour l'avenir, commencer à capitaliser au fur et à mesure pour s'assurer de ne pas avoir de déperdition de cette donnée. Les bénéfices maintenant. Alors les bénéfices par rapport aux services et documentation que l'on a évoqués juste avant vont être beaucoup moins financiers. Il est difficile d'envisager de monétiser ou plutôt de valoriser ce que l'on va gagner à utiliser un logiciel. Par contre, au niveau qualitatif, là, ça va être vraiment déterminant. Et avec les 3 temps qu'a développé Marion, avant, pendant, après. Avant, c'est le côté patrimonial. Nombre d'entreprises ont déjà perdu tout un pan de leur histoire. Et vous citez une installation qu'on avait fait à un moment donné. Vous aviez la société Tagueillère, donc les célèbres montres suisses, qui ont été rachetées. Enfin, Heulière a été racheté une première fois, puis une deuxième fois par Tag. Ils ont créé Tagueillère, et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout perdu, toute leur histoire, y compris les montres. Donc, ils allaient dans les salles de vente pour les récupérer, et également toutes les anciennes pubs où on voyait Carl Lewis, où on voyait un certain nombre de vedettes porter des montres de la marque Heulière ou de la marque Tagueillère. Et là, ils se sont dit, stop, on va poser un peu notre crayon et on va retrouver notre histoire. Cette histoire, si on la constitue au fil de l'eau, on n'a pas derrière besoin de la rechercher. On l'a conservée, cette histoire-là. Donc, ça, c'est pour le passé. Pour le présent, c'est la veille qu'a évoqué Marion, que ce soit la veille d'image, la veille concurrentielle, dans un monde qui est en permanente évolution, être capable de capter tous ces signaux qui peuvent arriver de l'extérieur. Et puis, c'est aussi préparer l'avenir. Ce qui est aujourd'hui, c'est le passé de demain. Donc, dans les domaines marketing, un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit, c'est la direction marketing de la RATP, qui centralise toutes les études qui sont faites sur la mobilité. Et Dieu sait si c'est large, les études que l'on peut faire dans le domaine de la mobilité. Au niveau du marketing, on voit qu'on a ici tout un panel, que ce soit le patrimoine, la veille, les études, ça fait plus faire en sorte qu'un junior, ça aussi c'est une réalité dans les entreprises, vous avez beaucoup de juniors qui rentrent, ils restent 2 ans et ils s'en vont. Si ces juniors-là, vous n'êtes pas en mesure de les alimenter avec des éléments qui sont porteurs de votre image, vous risquez de passer à côté de constantes que vous voulez conserver dans votre entreprise. Donc c'est très multiforme au niveau du marketing, mais il faut négliger aucun de ces apports. Votre nouveau cas de figure? Oui, alors je vais prendre ma casquette R&D. La recherche et le développement, c'est évidemment un facteur essentiel de compétitivité. Ça, je pense qu'on en est tous convaincus. La documentation et la veille, c'est effectivement un facteur qui va m'y aider. Mais en fait, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux attendre pour aider mes chercheurs à orienter leur programme? Effectivement, la capacité de faire de la veille, c'est vital pour les chercheurs. On en a parlé un petit peu avant. Je ne vais pas parler plus de la veille là maintenant. En revanche, je vais vous parler de la recherche. En fait, pour un chercheur, ça coûte cher. Donc le temps qu'il passe à trouver une information, si on arrive à le réduire, c'est important. Alors c'est pas vrai que pour les chercheurs, c'est vrai pour tout le monde, mais j'ai resté sur le cas concret sur lequel on est là. Il y a autre chose qui est encore plus important que le temps passé, c'est de ne pas trouver l'information. Admettons qu'il passe du temps à développer quelque chose qui a déjà été fait chez un concurrent ou même pire encore en interne, là ça commence à vraiment devenir du temps qui est vraiment perdu. Donc, comme disait Gilles, on a des bases avec 100 000, 200 000 documents, il faut pouvoir trouver l'information, la bonne information. Donc évidemment, sur un logiciel de gestion des connaissances, on a un champ de recherche, alors que ce soit un champ de recherche avec une seule barre comme Google ou des masques de recherche avancés qui vous permettent de chercher par titre, auteur, date, etc. Ça, c'est la base. Après, comme les recherches peuvent être parfois assez poussées, assez complexes, une fois qu'il a trouvé la recherche qui va bien, qui lui donne les résultats qu'il veut, il peut enregistrer sa recherche.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il peut la rejouer n'importe quand. C'est pas seulement les résultats, c'est la recherche qui est enregistrée. Donc il peut avoir toutes les nouveautés qui correspondent. Et il peut même après s'abonner à cette recherche pour avoir par exemple les résultats sur sa page d'accueil du portail dès qu'il y arrive, voire même recevoir les nouveautés par email. Après, il y a une limite sur ces recherches-là dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'on a besoin que les documents aient des métadonnées. Donc ils sont indexés, qu'on ait le titre, l'auteur, la date, le DOI, les numéros, etc., tout ce qui va bien. Et ça aujourd'hui, entre les fonds numériques, les fonds papier qui ont été numérisés, et les vracs numériques, donc quand on récupère d'un coup 50 000 docs, 100 000 documents, on n'a pas le temps d'aller mettre des métadonnées de partout. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Entre autres, il y a la recherche sur le contenu. On va chercher dans le contenu des fichiers. Dans Kentika, on se base sur le moteur de recherche Lucene, donc qui permet de faire des recherches sur des mots proches. On cherche un mot qui n'est pas plus de 5 mots d'un autre mot, par exemple. Des approximations sur des mots qui ressemblent, ou alors en donnant un peu plus d'importance à un mot par rapport à un autre. Et l'intérêt aussi, c'est que justement cette recherche en texte intégral n'est pas incompatible avec les métadonnées. On peut utiliser les deux. On a eu un cas d'un client c'était des avocats d'un class action contre les fabricants de tabac au Canada, pour lesquels leurs opposants leur ont balancé, parce que c'est le terme, des dizaines de millions de documents, de pages uniques, unitaires, voilà, non ossérisées, donc c'était des images, quoi. Donc ils ont utilisé Kentika pour posséder tous ces documents en OCR. Ensuite, en faisant des recherches dans le texte intégral, ils ont récupéré les documents qui étaient intéressants, ils ont ensuite mis des métadonnées en lot sur ces documents pour pouvoir ensuite, quand ils constituaient leur cas, les retrouver beaucoup plus facilement. Ça permet de retrouver ces documents. Après, la recherche, c'est la première partie de la restitution, parce que même avec une recherche pertinente, je peux m'en trouver avec plusieurs pages de résultats. Et si les chercheurs, vont parfois sur la deuxième page des résultats, ils n'iront pas plus loin. Et les autres utilisateurs n'iront même pas sur la deuxième page. Il faut que les résultats pertinents remontent en premier. Donc pour ça, dans Kentika, on a un tri par pertinence qui est paramétrable par votre base. Donc en fait, vous pouvez décider quels sont les champs qui doivent avoir du poids. Typiquement, l'exemple bête, c'est que si je trouve un mot cherché dans le titre, il faut qu'il remonte avant le mot recherché au fin fond du texte ou du résumé, par exemple. Et donc cette pertinence est paramétrable en no-code dans toutes les bases Kentika. Vous pouvez choisir les champs qui vont bien, vous pouvez l'ajuster, jouer avec, regarder les résultats que ça donne, baisser les champs, on va voir un petit peu. On peut même faire des cas particuliers en fonction de certains cas, dire là on va chercher sur tel champ et là sur un autre champ. Et il y a une autre chose qui est intéressante pour faire remonter les résultats, c'est le score. C'est-à-dire qu'on peut donner un poids intrinsèque à un document. C'est-à-dire qu'on peut dire certains documents devraient remonter avant les autres. Là, j'ai deux exemples. Un exemple assez simple pour comprendre, c'est par exemple des livres récents, donc qui sont sortis récemment, devraient remonter avant les livres plus anciens. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec par exemple quelque chose qui dirait que les notes internes qui ont été écrites par des personnes qui sont identifiées comme des experts dans ma base de données vont remonter avant les notes qui ont été écrites par des personnes qui ne sont pas experts. Et en plus de tout ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin au niveau des résultats et des suggestions. C'est-à-dire qu'on peut calculer des proximités. C'est-à-dire qu'on va faire comme Amazon et on va dire nous pensons que vous allez aussi aimer ce document. Ça va un petit peu plus loin là, c'est pas histoire d'aimer, mais en fait on va analyser les documents qui ressemblent, qui peuvent parler d'un même sujet avec donc, des algorithmes d'intelligence artificielle pour dire ces documents-là, donc vous êtes sur un document en train de consulter quelque chose, on peut vous dire celui-là, celui-là et celui-là, ils sont à peu près le même sujet, ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et encore plus loin que ça, on peut faire des suggestions de lecture. C'est-à-dire que là, on va vraiment analyser le comportement de l'utilisateur, voir qu'est-ce qu'il consulte, quels sont les thèmes des documents qu'il consulte, combien de temps il passe sur ces documents. On peut comparer ça avec ce que font ses collègues qui travaillent sur les mêmes sujets. Par exemple, on peut constituer des communautés, et on compare tout ça, et du coup, dès son arrivée sur le portail, on peut lui dire, voilà, il y a ce document et ce document qui seront probablement intéressants pour ce que vous faites. Dans le domaine de la R&D, c'est un domaine qui est couvert depuis très longtemps. Je me rappelle que j'étais à l'époque jeune élève ingénieur dans tout début des années 80. On cherchait dans le chemical abstract et puis on avait des systèmes de modem avec le téléphone qu'on venait plugger pour obtenir l'information. On faisait télécharger les articles dans le temps où on collait encore avec des cartes perforées. Ce que je veux dire, c'est que le domaine de la recherche a été très tôt couvert par les bases de données et c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, au travers de ce qui a été présenté, on voit qu'on ouvre l'exploitation que l'on peut avoir. Vous démarrez un nouveau programme de recherche, vous allez à la bibliothèque, vous identifiez un ouvrage qui traite du sujet sur lequel vous allez commencer à plancher. C'est intéressant de savoir qui a emprunté cet ouvrage. C'est peut-être quelqu'un qui l'a emprunté il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça veut dire que cette personne a peut-être cherché dans la voie dans laquelle vous vous engagez. Ensuite, les retours d'expérience. Les expériences qui ont marché, c'est très bien, mais celles qui n'ont pas marché, en général, vous ne les voyez pas dans la presse. Par contre, au niveau de votre labo, vous pouvez très bien, au niveau de la recherche, vous pouvez très bien enregistrer ce qui n'a pas fonctionné. Et auquel cas, ce n'est pas la peine d'aller rechercher dans une voie qui a déjà été explorée et qui n'a rien donné. Et ensuite, comme l'illustrait Alexandre, on peut encore aller plus loin pour commencer, pour aller vers de la cartographie de compétences. Une personne qui a écrit beaucoup dans un domaine, on peut penser que cette personne a des compétences dans le domaine.
Mais on va encore plus loin. On va regarder si ces documents ont été souvent consultés. Parce que si c'est pas beaucoup consulté, si on écrit beaucoup et que c'est pas consulté, ça nous donne une indice que c'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait. Mais on va encore plus loin, c'est qu'on va intégrer la notion d'indice de lecture. L'indice de lecture, c'est quoi? Quelqu'un a ouvert un document PDF, par exemple, de 3 pages. On va calculer le temps qu'il est resté sur ce document et on va en déduire l'attention qu'il a portée au document. Et cette information-là va ensuite être réinjectée dans le score du document. Et le score du document va pouvoir être réinjecté dans la cartographie des compétences. Donc, dans le domaine de la recherche, on part du moteur de recherche. On a toute l'activité des utilisateurs au travers sur les ressources qui sont mises à sa disposition. Et on voit la foule d'informations que l'on peut en déterminer. Diminution des temps de recherche, on va le quantifier tout à l'heure, parce qu'en fait, ça touche tout le monde. Et information exhaustive directement exploitable. Alors, au niveau de la recherche, on va avoir évidemment des ouvrages, on va avoir des notes, on va avoir des brevets, on va avoir des normes, etc. Et on peut avoir des éléments qui proviennent d'autres services. Et puis donc, l'identification des experts en interne, c'est ce que je viens d'illustrer. Je vais laisser maintenant une experte du domaine juridique exprimer ses besoins. Je suis directeur juridique. Je dois être au fait de la réglementation, de la jurisprudence. Je dois en fait élaborer et suivre les contrats d'entreprise. C'est évidemment crucial. Et prévenir les contentieux. Le problème, c'est que le droit s'insinue aujourd'hui partout. Et j'ai du mal, en fait, à gérer toute cette complexité et à ne rien laisser passer. Et en même temps, la gestion de l'information, pour tout vous dire, c'est un accessoire de mon activité et ça doit le rester. Donc, j'aurais besoin, en fait, de solutions qui seraient innovantes. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller plus loin et voir comment ça s'adapte à ma situation, sans qu'évidemment, ça me prenne trop de temps. Alors, tout d'abord, en introduction, Kentika est depuis longtemps implémenté dans de nombreux cabinets d'avocats et dans des directions juridiques. On a en interne une réelle expertise construite avec nos clients sur ces domaines. Le premier point sur lequel Kentika va pouvoir vous accompagner, c'est sur le volet gestion des contrats. La première chose, c'est que c'est le cœur du logiciel, savoir préserver, restituer l'information au bon moment, à la bonne personne. Donc on va conserver les contrats, mais également les enrichir avec des informations de contexte autour de ces contrats. Pouvoir aussi également conserver les versions intermédiaires qui ont précédé le contrat qui a été signé, un peu sur le modèle des travaux préparatoires des textes juridiques. Un second volet sur la gestion des contrats, c'est aussi la possibilité de disposer de modèles et de clauses types qui ont été validées par l'expérience et qui vont permettre de gagner du temps dans la rédaction de contrats futurs ainsi que d'harmoniser les pratiques. Sur la gestion des contrats, le fait d'avoir enseigné des informations de contexte va permettre, via les outils d'intelligence artificielle, de pouvoir déterminer des proximités. Et donc demain, si je travaille sur un nouveau contrat, je vais pouvoir identifier dans ma base existante d'autres contrats qui seraient proches et pouvoir ensuite m'en inspirer et capitaliser sur ces contrats passés. Et ensuite, si on recouple ça avec le suivi des versions, des circuits de validation, on a réellement un atout en termes de sécurisation et de productivité autour de la gestion des contrats. Le second volet, c'est sur le suivi de la réglementation et de la jurisprudence. Donc on va avoir un premier rapport qui va être de pouvoir faire de la veille afin d'être informé sur la publication d'une nouvelle réglementation ou d'une nouvelle jurisprudence, de pouvoir surveiller ce qui est publié. Et également de pouvoir construire, notamment autour des décisions de chaînage, pouvoir identifier la décision la jurisprudence précédente et la jurisprudence suivante pour les cas où effectivement les décisions remonteraient
Et pour la partie réglementaire et normative, on va aussi pouvoir suivre pour une norme à partir de quelle était la norme précédente en vigueur, quelle est la suivante si celle-ci, lorsque celle-ci ne sera plus en vigueur, et également de quand à quand chaque norme a été appliquée. Le troisième point est autour de la gestion des volumes de données. Donc, comme le cas a été un petit peu expliqué tout à l'heure par Alexandre, le travail des avocats dans cette class action au Canada contre les fabricants de tabac a été à la fois grâce à Quantica de pouvoir regrouper les documents par paquets similaires, mais aussi d'être capable d'aller cibler grâce aux outils de recherche de Quantica l'information décisive, l'information, la pépite parmi des volumes de données absolument déments. Et tout ça est possible grâce à un travail important réalisé autour des référentiels, du vocabulaire. On va passer d'une approche micro, où on va indexer les documents en mettant fiche par fiche, ces mots-clés, à une approche beaucoup plus macro sur des volumes. Quand on commence à traiter ce type de volume, indexer chaque fiche unitairement, la décision a été rendue depuis longtemps. Donc là, on va passer sur une approche macro. On va gérer des concepts qui vont être des notions qui vont être imbriquées. Donc une hiérarchie des notions et des notions d'équivalence qui vont permettre ensuite d'aller en couplage avec les outils de recherche en texte intégral, identifier des documents qui parlent de sujets similaires, même si les terminologies dans les documents eux-mêmes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est le gestionnaire qui construit son référentiel. Et ensuite, pour le faire évoluer, on peut aussi s'appuyer sur des outils tels que le Labomo, qu'on connaît un petit peu moins, qui permettent d'analyser les mots qui sont présents dans l'ensemble des contenus de la base pour pouvoir faire émerger des notions et ainsi faire évoluer ces référentiels en accord avec le fond dont on dispose. À ça s'ajoute la gestion multilingue, la possibilité d'avoir des suggestions de lecture, de pouvoir identifier détecter des décisions qui seraient plutôt favorables, défavorables, la gestion d'obsolescence, mais le temps va nous manquer, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ça maintenant. Merci Marion, effectivement on est intarissable sur le sujet. Surtout là, elle vient d'ouvrir une fenêtre sur la gestion du vocabulaire, la gestion des concepts, qui nous aurait amené, si on en avait plus de temps, par les thématisations, de distance de Levenstein. Bref, tous ces savoir-faire au niveau du traitement de la langue qui font qu'on arrive à des systèmes très sophistiqués, très efficaces pour les utilisateurs. Cette dernière partie, je vais juste illustrer au travers d'un chiffre. Le ministère fédéral de la Justice au Canada, c'est depuis qu'on a mis en place des nouveaux outils, c'est une requête toutes les 5 secondes. Imaginez le volume de requêtes que ça représente. Et grâce à tous les systèmes de la qualité de la recherche, les systèmes de pertinence, ils ont calculé que l'équivalent temps plein d'avocats que ça représente en termes de gains, ils vont gagner aux alentours de $700 000 par an. Donc les gains financiers, là, ils sont en monnaie sonnante et trébuchante. Donc tous les aspects, qualitatifs ont été évoqués. En quantitatif, on va très vite sur des montants qui peuvent être très importants. Fonction opérationnelle. Alors effectivement, je pilote l'activité de mon équipe opérationnelle, métier. Ma mission, elle est double. Permettre à mes équipes de pouvoir suivre leurs dossiers clients et puis les mettre en mesure de répondre rapidement à des demandes d'information. Alors, c'est très souvent au pied levé, c'est très souvent par téléphone, donc il faut que j'ai tout de suite, de manière immédiate, la réponse à la question qui m'est posée. Je dois leur mettre à portée de main une position claire et validée par mon institution, ça c'est évident, et puis avoir des informations de dossiers suivis clients efficaces. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi ? Alors, je vais vous répondre avec un cas client, un exemple d'un client qu'on a équipé récemment. C'est un fonds de garantie qui répond aux demandes des victimes d'accidents collectifs. En fait, initialement, pour répondre à ce besoin, donc, ils avaient plusieurs points doc, une centaine de pages, et en plus des notes disparates. Et avec tout ça, ils avaient également des informations externes qui étaient gérées indépendamment, sans lien possible. Et un des soucis qui s'est fait sur leur point doc, qui était leur manuel interne, en fait, c'est qu'en plus, ils devaient faire des mises à jour régulières avec un suivi de version assez complexe, puisque dans ce domaine-là, c'est la date d'effet qui détermine les règles. Donc, si on travaille sur un cas qui date de 2022, il faut qu'on ait le manuel en date de 2022. Et donc, on ne peut pas se baser simplement sur la dernière version.
Donc l'objectif du projet, c'était de regrouper tout ça dans un même environnement qui était accessible depuis un portail. Je vais vous parler un petit peu d'abord du déroulement du projet qu'on a fait avec eux. Donc d'abord, ils avaient 6 manuels, on a découpé les manuels doc, on les a importés en format HTML dans l'éditeur de texte de Kentika, découpés par paragraphe. Donc en fait, on avait tous les paragraphes gérés indépendamment. On regroupe après pour reconstituer le manuel. En même temps qu'on a fait cet import, on a fait un pont avec des ressources externes. Par exemple, on a mis des liens directs vers Legifrance, et aussi des ressources internes d'ailleurs, qui sont accessibles avec un simple clic. Ensuite, on a également intégré toutes leurs docs externes, qui étaient intégrés dans un autre outil, pour former un ensemble cohérent. Avec ça, on a mis en place un processus pour l'actualisation de leur manuel, qui utilise le versionning et le workflow, qui sont des outils disponibles dans Kentika. Le procédé, c'était que pour chaque paragraphe de leur manuel, en fait, il y a d'abord des experts qui peuvent échanger via des commentaires. Ensuite, il y a un rédacteur qui est désigné à l'avance qui va faire une nouvelle proposition de rédaction du paragraphe. Une fois qu'il a fini cette rédaction, il enclenche un processus de validation. Donc le paragraphe est relu et validé comme disant « Ok, on est d'accord, ce paragraphe il est bon, on va pouvoir l'utiliser, c'est la version officielle de notre organisation. » Et à partir de là, il est publié et on garde la date à partir de laquelle il commence à prendre effet. Ce qui fait qu'au niveau des utilisateurs finaux, ils ont une seule base, ils ont un endroit, ils ont un portail où ils vont pour toutes leurs informations. Ça contient les manuels, ça contient les notes internes et ça contient la veille du service documentation. En recherche, je vous parlais tout à l'heure de la pertinence. En fait, on s'assure que sur une recherche, on remonte d'abord les manuels, parce que c'est ce qui va être le plus pertinent. Ensuite, la doc interne, et après, on va avoir la veille externe. Donc, quand je fais des recherches, l'information qui retombe en premier, je sais que ça va être l'information la plus fiable. Ensuite, on a la diffusion sélective d'informations, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'abonner pour recevoir les nouveautés, y compris sur les nouvelles mises à jour sur les paragraphes des manuels qui les intéressent. Et enfin, n'importe quand, ils peuvent aller sur une page, donc afficher leur manuel, et ils peuvent demander le manuel à date du, ils travaillent sur un cas du 29 janvier 2022, et bien ils demandent le manuel tel qu'il était à cette date-là. Et ils peuvent y compris l'exporter en PDF s'ils ont besoin d'en travailler dessus à plusieurs reprises. Et ça, c'est une solution qui est en production depuis quelques mois, je crois maintenant, et du coup qui est devenue assez vite un point central de l'activité informationnelle de l'organisme. Et juste pour terminer rapidement là-dessus, il y a un autre cas, une autre société qui utilise vraiment beaucoup ce logiciel, c'est Kentika. Nous, on utilise notre propre logiciel en interne au niveau métier. On l'utilise pour toute la gestion de notre activité, depuis l'avant-vente jusqu'à la facturation. C'est-à-dire que tous les devis et les factures sont générés dans le logiciel. On gère l'information, toutes les informations sur les projets, les chefs de projet qui travaillent ont toutes les informations sur le client, sur le projet dans le logiciel. La gestion des tickets du support, alors c'est une autre base, mais c'est aussi une base Kentika qu'on génère, donc tout ça est traité vers le logiciel Kentika. Ce qui fait que c'est intéressant pour vous, parce que ça veut dire que moi je suis à la R&D, donc mes collègues arrêtent pas de me dire oui, mais du coup, là, pour moi, pour travailler, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Sans arrêt, par rapport à leur travail en présentiel au bureau, en distanciel, comme ça en télétravail, ou même quand ils sont chez le client. Et c'est là que là, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Quand on a une intervention, on a une journée pour travailler avec un client, pour faire un projet, un atelier ou 1 heure ou une demi-journée, il ne faut pas qu'on passe 10 minutes à aller chercher les mains, s'il était où le truc, comment ça se fait, comment on fait. Alors les bénéfices, vous les voyez bien en filigrane de ce qui a été présenté. Gain de temps sur l'alimentation en recherche diffusion. Alimentation, ça peut se réduire à je prends un document, je le dépose sur le portail, pof, ça y est, il est dans la base de données. On va pouvoir rechercher dessus et on va pouvoir assurer la diffusion. Ensuite, ça va faciliter, sécuriser l'activité au quotidien. Je dirais que là, c'est à chaque site de s'inventer son propre outil d'accompagnement en intimité, entre guillemets, avec l'activité de chacun sur son poste de travail. Oui, alors effectivement, je suis responsable RH, gestion du personnel aussi également. Je voudrais proposer des parcours d'intégration qui permettent aux collaborateurs de rentrer dans l'activité métier le plus vite possible. Je cherche aussi à fluidifier les relations en interne, mais aussi et surtout, je voudrais aussi pouvoir détecter les talents qui soient internes ou qui soient externes. Donc au premier abord, ça me semble un peu éloigné de ce que je viens d'entendre, mais je reste curieuse de ce que vous pourrez m'apporter. Alors, Kentika va accompagner ces problématiques-là sur 3 volets. Le premier, c'est soutenir l'onboarding des nouveaux collaborateurs, le parcours d'intégration. On ne va pas remplacer l'intégration effectuée par des êtres humains, mais venir en soutien, en fournissant un accès à toute la formation dont l'utilisateur a besoin tout au long de son intégration. Sur le volet expertise, donc, Kentika va permettre, et on l'a un petit peu évoqué dans les sujets précédents, de détecter des experts dans l'organisation. En fonction des sujets sur lesquels les utilisateurs vont produire de l'information ou consulter l'information, on va pouvoir en déduire
il est probable que cette personne ait développé ou dispose d'une expertise sur telle ou telle compétence clé de l'organisation et pouvoir ainsi cartographier les expertises qui sont à disposition dans l'organisation. Ce qui va permettre à la fois d'un côté d'imaginer que voilà, tous les domaines d'expertise sur les activités clés sont couverts, mais également en cas de départ d'un collaborateur par exemple. Et enfin le troisième volet, qui est un peu plus un volet de conformité. Dans Kentika, notamment vous qui êtes dans un service RH, vous avez un certain nombre de documents sensibles qui nécessitent d'avoir une gestion fine des droits d'accès et de la confidentialité. Et Kentika a vraiment un modèle très souple en la matière qui permet de s'adapter, et très fin, qui permet de s'adapter sans compte sur des usines à gaz à un ensemble vaste de situations. Mais c'est également de savoir se tenir informé à travers d'une veille bien réglée de l'actualité réglementaire. Ensuite, au niveau de la, très rapidement sur la direction, là on va prendre deux minutes pour l'évoquer. Oui, effectivement. Alors, mon rôle de dirigeant, c'est évidemment la productivité. J'engage ma société, je gère les risques, je gère les actifs vitaux de mon entreprise. J'ai besoin en fait d'une gouvernance globale en réalité de tous ces actifs. Quel retour sur investissement? Je comprends qu'on pourrait vraisemblablement diminuer les outils. Comment? Quel niveau de sécurité? Quels axes d'évolution? Tous ces aspects sont des aspects très importants. Les aspects de sécurité, les aspects de nombre d'applications. 3 applications, ça coûte 3 fois plus cher qu'une seule application. Laisser partir un document à l'extérieur, ça peut être absolument catastrophique. Il faut avoir des verrous qui soient véritablement bien posés au niveau des documents. Vous avez régulièrement des cabinets comme McKinsey qui font des études sur le temps passé à la recherche d'informations. Suivant les études, on est aux alentours de 2 heures par jour pour un collaborateur. Imaginez que vous soyez en mesure de réduire ne serait-ce que d'une demi-heure pour une centaine de collaborateurs. Ça vous fait 50 heures par jour. Ça vous fait à peu près l'équivalent de 8 collaborateurs. C'est énorme. Et là, on est très vite dans les bénéfices financiers. Donc, on a parlé des bénéfices financiers tout à l'heure au niveau de l'alimentation. On va gagner 2-3 personnes. Là, on parle de bénéfices qui sont beaucoup plus importants, puisque le temps qu'on va faire gagner à nos collaborateurs, c'est du temps qui va pouvoir être affecté à des tâches productives dans les entreprises. Donc la fédération des outils de recherche, stockage, indexation est quelque chose qui va permettre de faire des gains financiers qui vont être très importants. Alors maintenant, pour conclure, rappelez quand même quelques règles d'or du KM. Il faut commencer par toujours réfléchir en termes de bénéfices individuels. Bénéfices individuels, c'est quoi? C'est de se poser la question, une personne sur son poste de travail, qu'est-ce qu'elle va gagner? Et comment faire en sorte que cette personne adhère au projet de gestion des connaissances qui lui est proposé? Donc la première règle, se tourner vers chaque utilisateur et se poser la question comment on va lui faire obtenir des bénéfices. Deuxième règle, toujours simple, jamais simpliste. Toujours simple parce que si vous demandez 3 clics, c'est raté. 2 clics, vous allez avoir les personnes qui vont s'investir. 1 clic, vous avez des gens qui sont concernés. L'idéal, c'est le 0 clic. Le 0 clic, c'est quoi? C'est on arrive sur le portail où on reçoit un mail et on a tout de suite l'information qui nous intéresse. Ça, c'est du simple. Par contre, la mécanique qui est derrière, elle n'est pas simpliste pour obtenir ce résultat. Ensuite, respectez les standards induits. Votre système sera adopté par l'utilisateur s'il a déjà tous ces réflexes qu'il peut utiliser. Donc ces réflexes, où c'est qu'il les acquiert? Il les acquiert sur les moteurs de recherche, il les acquiert sur les sites marchands, il les acquiert sur ses navigations Internet. Il faut coller au maximum à ces standards qui font que le système va être vite adopté. Ensuite, mine d'informations à explorer, c'est énorme les informations, comme on a pu le voir petit à petit au fil des présentations. Combien de temps une personne est restée sur un document? Tous les enseignements que l'on peut avoir au niveau du document, au niveau de celui qui l'a écrit, comment on va pouvoir l'injecter dans les systèmes de suggestion, etc. Donc ne pas négliger cette mine d'informations. Et ça fait depuis l'apparition de l'IA qu'on se penche avec le machine learning, le data mining, etc., qu'on se penche sur l'exploration et l'exploitation de ces données. Ensuite, éviter la hiérarchie intellectuelle. Là, typiquement, c'est une note émanant de la R&D et puis le code de la porte. Les deux, en termes de hiérarchie intellectuelle, c'est pas les mêmes. Mais si vous voulez faire en sorte qu'une personne prenne l'habitude de venir,
mettez des informations pratiques qui les concernent directement sur leur poste de travail. Ensuite, une application, une base de connaissances, un organisme vivant. C'est-à-dire en permanence, on se repose des questions, en permanence, sur les outils, sur les informations, sur la mise en avant, sur l'appropriation. On fait des suivis, on regarde des parcours, on établit des tableaux de bord, on se fixe des objectifs, on vérifie si les objectifs sont atteints. Ensuite, interopérabilité, pragmatique, toujours pragmatique, pas de totem. On veut faire, mettre en place des choses qui soient efficaces, opérationnelles, rapides, malléables, adaptables. Donc, il faut être avant tout pragmatique. Et puis, une autre démarche que l'on peut développer, c'est ce qu'on appelle l'analyse en creux. L'analyse en bosse, entre guillemets, c'est tout ce qui se voit. Et l'analyse en creux, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, c'est tel document qui est important n'a pas été consulté. En général, on va regarder les documents qui sont consultés, mais pas ceux qui ne sont pas consultés. Et un document important qui n'est pas consulté, on a tous les moyens de l'analyser. Dans quel petit cas, il faut peut-être relancer une opération de communication. Voilà, donc une fois posées ces règles d'or, après, on peut démarrer son projet en ayant la bonne personne pour vous accompagner, la bonne société pour vous accompagner. Nous, on a l'habitude de dire que chacun remet l'église au centre de son village. Vous, votre village, c'est votre information. Votre église, à vous, elle va se mettre au milieu de l'information. Nous, c'est la technologie. Donc, nous, notre savoir-faire, c'est la technologie. Et l'objectif, c'est d'établir des passerelles entre les deux. Et c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos utilisateurs.